Tombalbaye n'a pas gouverné seul. Il a gouverné aussi avec des nordistes et des musulmans. On ne peut pas lui renvoyer la responsabilité unique sur lui. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à notre pays. Je sais que ce que je dis aujourd'hui n'est pas compris par la jeunesse parce que tout le monde voit Tombalbaye comme un des grands présidents du Tchad, mais Tombalbaye n'était pas plus que Hissène Habré ou les Maloum n'étaient pas plus qu'un dictateur aveugle qui n'a pas compris que les libertés de l'homme, la liberté de l'homme était importante. Je trouve absurde qu'au moment où on est à l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, on se bat toujours. Ah, moi, je suis sudiste, je suis nordiste, je suis Zahawa, je suis Goran, je suis Sarah, je suis Gambay, je suis Baguirmien, je ne sais pas quoi, alors qu'on doit dire je suis Tchadien. Tout simplement. Je dis souvent aux jeunes, ils disent ah, mais tonton national, il faut laisser la place aux jeunes. Il n'y a pas de place que vous voulez prendre. Il y a des places à conquérir. Personne ne m'a laissé de la place. Je suis allé conquérir ma place. On remarque que vous vous êtes engagé très jeune dans la politique. Quel rôle a joué votre père Ahmed Koulamalla dans votre éveil politique? Comme je le disais précédemment, moi j'ai baigné dans la politique très jeune. Ma mère nous entraînait déjà à l'âge de 3 ans sur les terrains politiques pendant les campagnes électorales de mon père. Et donc, de façon inconsciente, peut-être que la politique est entrée en nous. Même si j'ai raconté à ma mère qu'on était parti à Moundou dans un avion DC-3 où on vomissait beaucoup avec ma petite sœur qui était à côté, tout ça. Elle m'a dit c'est impossible, tu avais 3 ans à l'époque. Or, je me souviens très bien de cette période et peut-être c'est pour ça que j'ai une très bonne mémoire. Mes amis me disent toujours que je restitue toujours les événements passés avec beaucoup de détails. Mon ami Maman Saleh Anadib me dit toujours que comment tu arrives à te souvenir des petits détails. Donc, déjà à 3 ans, je me souviens de tout. À 8 ans, les événements de 63 à 8 ans, je peux les décrire jour par jour, heure par heure. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé l'enfant que j'étais. Ça m'a traumatisé, mais en même temps, ça a forgé en moi une volonté irrésistible de lutter contre la dictature. Je crois que c'est dès l'âge de 8 ans que j'avais une aversion totale pour les dictateurs, pour tout ce qu'on a fait à mon père, parce que mon père était un homme politique, il est arrivé à la tête, il a été Premier ministre, président du Conseil, il a même assumé les fonctions du chef de l'État, puisque la République a été proclamée en 58, donc les premiers ministres étaient en même temps des chefs d'État. Et l'arrestation de mon père, je l'ai toujours vécu. Mes frères et puis toutes les autres personnes, je l'ai vécu comme une douleur, comme une injustice totale. Vous savez que il y a eu des arrestations de centaines et des centaines de personnes qui étaient simplement des opposants politiques démocratiques. Et, et le régime du président François Tombalbaye, Garta Tombalbaye plus tard, a basculé très rapidement dans le despotisme obscur. Et toute la vie de mon père, vous savez que mon père était un homme qui était très proche de ses enfants. Il n'a jamais levé une seule main sur aucun de ses 16 enfants. Il ne nous a jamais frappés, il nous aimait beaucoup, il nous a privilégiés, il nous a donné tout le bonheur possible. Et puis vous vous rendez compte qu'un matin, vous vous trouvez pratiquement dans la rue, avec vos affaires dans la rue, vous ne savez pas où aller. Et les gens regardaient en spectateur le drame qui se jouait. Pour nous, le monde a commencé à s'effondrer pour nous. Parce que on est passé du stade de privilégié à stade de canuts de la terre. Les gens ne voulaient plus nous fréquenter. Même nos propres parents nous fuyaient. Les gens avaient peur de venir chez nous. Les gens avaient peur même. Les taximans ne voulaient pas nous amener à l'école. Sauf un seul d'entre eux qui a pris le courage pendant des années de nous amener à l'école. On avait peur. Alors forcément, la vie politique de mon père, son combat politique, il a mis 11 années de sa vie en prison, sans procès ni rien. Cette année, il a été libéré 1 an, il a été repris
en 71, il a été libéré en 70, 7 ans, puis repris en 71, et il n'a eu droit à son salut qu'avec le coup d'État militaire du général Maloum, qui l'a propulsé comme enfin homme politique libre, mais il était déjà avancé dans l'âge, et donc c'est tout naturellement que ce sont ses enfants qui ont pris le relais de sa vie politique. Voilà l'influence grandissante que mon père a eue sur nous. J'ai vécu ces événements-là pendant une période où l'on se construit, de 8 ans à 15 ans. Ce sont des périodes où on devient un homme concrètement. Vous savez, de 8 ans à 15 ans, ça a été terrible pour moi, puisque en 70, j'ai été déjà arrêté pour activisme politique. Parce que déjà en 1966, quand le Front de libération nationale du Tchad, mieux connu sous le nom de Frodina, a été créé, c'est tout naturellement que nous, jeunes lycéens, avons adhéré aux idées du Frodina. Le Frodina, c'est un peu l'âme du Tchad, parce que des hommes se sont levés pour dire non à la dictature, non à l'impérialisme français, au colonialisme, néocolonialisme français et à ses valets qui étaient au pouvoir à l'époque. Et cela nous a beaucoup donné une maturité politique. En 1970, j'ai été arrêté et j'avais 15 ans. Il faut dire que j'étais inconscient aussi. J'avais mis sur mon banc scolaire « Chaque Tchadien sera jugé selon son acte de carnaval sanglant ». C'est une phrase du docteur Abbasidi qui était à l'époque secrétaire général du Frodina. Et après tout, mon banc, j'ai écrit Frodina, 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 et mon banc, on l'appelait Dazibao. Dazibao, c'est un mur que Mao Zedong a mis en Chine pour permettre aux Chinois d'exprimer leur point de vue. Donc chacun venait écrire ce qu'il pensait sur ce mur. C'était une forme de liberté d'expression dans un régime communiste. Donc mon banc s'appelait Dazibao. J'étais jeune, mais j'étais déjà un grand militant du Front. Et dans les années 72, ça a pris beaucoup de formes. Donc mon père a été libéré en 70, en 71, 72. Mon activisme politique était devenu très fort. Et j'avais 17 ans, mais j'étais très avancé dans l'activisme politique. 16 ou 17 ans, je ne me souviens pas très bien, mais je crois 16 ans. Et le ministre de l'Intérieur, qui est un parent, Douba Alifa, il ne pouvait pas m'arrêter, puisqu'il il craignait un peu mon père, on ne pouvait pas arrêter son fils. Et il a suggéré à mon père de m'enlever du lycée Félix Eboué, qui était devenu une sorte de berceau de la contestation. Et ils m'ont envoyé faire mes études à Bousso. Bousso, où résidait ma grand-mère, ma grand-tante, Mère Amalbo. Et je suis allé là-bas, j'ai fait le collège de Bousso. Je suis resté là-bas pendant une année scolaire totale. Après, je suis revenu au lycée Félix Eboué. On m'avait repris, mais entre-temps, mon père a été arrêté de nouveau. C'était en 71. Donc, j'avais pas 17 ans, j'avais 16 ans. J'avais 15 ans et demi à peu près quand on m'a envoyé à Bousso. À 16 ans, j'ai repris les cours au lycée Félix Eboué. J'ai participé à la grande grève de 72 au lycée Félix Eboué. Et notre slogan était « Grande est notre solidarité, la raison vaincra ». On a fait la première grève au lycée. Ça a été une grève qui a failli coûter au président Tombalbaye sa place, puisque Tombalbaye avait la compagnie tchadienne de sécurité, la CTS, qui était une sorte de police politique. Et nous, on avait crié Vive l'armée, abat la CTS ». Et on avait pris le général Dumbro qu'on avait propulsé en haut. Il nous disait « Mes enfants, vous allez m'amener des problèmes ». On a dit « L'armée au pouvoir ». Et Tombalbaye était parti à Moundou. Alors, il a traversé le lycée Félix Eboué. Je crois que c'était Oulatar, l'ancien directeur de publication de N'Djamena Hebdo, qui est venu nous dire « Vous n'applaudissez pas, vous ne criez pas. Parce que même si on criait contre lui, il va croire qu'on l'applaudit. » Donc, nous sommes restés les bras croisés. Il est passé avec son véhicule. Il a enlevé la main pour saluer les élèves et personne ne bougeait. Il a fait rentrer sa main. Il est parti à Moundou parce qu'il y avait une contestation à Moundou à l'époque. Et les Moundoulais étaient très opposés au régime de Tombalbaye. Et à partir de là, nous sommes déversés dans la rue de N'Djamena
Nous sommes allés à l'actuel cinéma Normandie. On nous a frappés. On nous a mis de l'eau chaude. On a dû courir vers le quartier, on appelait ça à l'époque Arab Dagona. Maintenant, c'est le quartier Ille-les-Clercs. Ille-les-Clercs, comment on appelle ça? J'ai oublié. Et c'est là-bas qu'on s'est réfugié dans les maisons. J'ai dû rentrer chez moi très tard le soir parce que j'étais un grand activiste. Et à partir de là, j'ai été exclu de tous les établissements du Tchad. Tous, sans exception. Hissène Ibrahim, qui est actuellement secrétaire général de l'OCI, de l'Organisation de la Conférence islamique, ne me connaissait pas. Il a dit la première fois qu'il a vu mon nom, c'est au lycée franco-arabe d'Abéché où il était écrit « L'élève Abderrahmane Koulamalla est exclu de tous les établissements du Tchad. » Tous, sans exception. Donc, j'avais rien à faire. J'étais un grand lecteur. J'avais une petite bibliothèque que ma mère a construite. Alors, je prenais mes livres et je lisais tout le temps. Ça a été pour moi très difficile. Une période insupportable. Insupportable. Je sentais que mon avenir était brisé. Je ne pouvais plus étudier. Et j'ai un de mes cousins, Khalil, Brahim K, m'avait proposé d'aller faire un concours au centre de formation professionnelle. Je me suis inscrit comme électricien bâtiment. J'étais peut-être en 3e ou quelque chose comme ça. J'ai réussi le concours parce qu'il y a un test en français et un test psychotechnique que j'ai très bien réussi parce que j'avais quand même un niveau extrêmement... Et j'avais très élevé mon niveau, surtout en français. J'étais toujours parmi les meilleurs élèves en français. Même à l'école française du Rond-Point, j'avais toujours le niveau le plus haut en français. Et quand le directeur du centre de formation professionnelle, qui se trouve en face de l'ancienne maison d'arrêt, vers l'aéroport, il a vu mes résultats, il m'a convoqué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Alors je lui ai expliqué mes malheurs. J'ai été exclu de tous les établissements du Tchad. Il m'a dit, alors il faut changer de pays. Tu peux pas, moi je peux pas te garder. Le centre de formation est fait pour les enfants qui sont en échec de scolaire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à réussir, mais là, ton niveau est extrêmement important. Je crois que j'étais premier sur les 300 quelques candidats qui ont passé le concours. Et je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère, je vous ai dit, elle est d'origine soudanaise. Elle a contacté la communauté soudanaise et ils ont suggéré qu'on m'envoie à Garoua, chez des parents soudanais. Je suis allé m'inscrire au lycée classique de Garoua, où j'ai continué mes études. Et mon père était en prison. Donc après, quand j'ai fini mes études, je suis allé en France pour poursuivre mes études universitaires dans les années 75, 74. Je suis arrivé, naturellement, j'ai choisi les études de cinéma, réalisateur cinéma. C'était pas par hasard. Mon choix d'être cinéaste, c'était parce que j'étais influencé par les films de Costa Gavras, les grands films Z, les films qui parlent de la montée de la puissance révolutionnaire dans le monde, en Afrique, les reportages sur Lumumba, sur Kwame Nkrumah, sur les gens comme Amical Cabral ont grandement influencé ma vie. Et comme nous, on était des militants assidus du Frolina, toutes les luttes de libération dans le monde nous ont influencés. Par exemple, j'ai été influencé par un slogan des Tupamaros en Amérique latine. Les Tupamaros disaient « La patrie sera à tous ou ne le sera à personne ». J'ai trop aimé cette phrase. C'est-à-dire que ou bien ce pays, on le partage, ou bien on le met à feu et à sang, il n'appartiendra à personne. Et je suis allé en France et ma mère m'avait donné une consigne. Elle m'a dit, tu vas aller en France, tu fais pas de la politique. Regarde où la politique t'a mené, où la politique a mené ton père, tout ça, il est en prison, il faut arrêter. Et ma mère, comme elle est une enseignante, elle a étudié, elle savait ce que c'est qu'être réalisateur cinéma. Beaucoup de gens nous disaient, mais t'as pas besoin d'aller faire des études pour faire du cinéma. Ils pensaient que je serais un projectionniste au cinéma Rio ou Sherazade ou Normandie. Et ma mère leur disait, là, il veut être Moukhrij Cinéma, c'est-à-dire réalisateur cinéma. Et Moukhrij Cinéma, au Soudan, c'est parmi les postes les plus élevés. Beaucoup de gens
Mais ça, j'ai oublié de vous dire que j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre. Et j'ai même, pendant que mon père était en prison, j'avais récité 2 poèmes devant Tombalbaye. C'était Joseph Abakar, qui est Joseph Abakar Youssouf Zaïd. Il est devenu 4e maire adjoint de N'Djamena, mais il a été directeur du centre culturel tchadien. C'est lui qui m'avait mis dans le poème, la poésie négro-africaine. Déjà en classe de 6e, j'avais lu toute la littérature négro-africaine et je connaissais pratiquement tous les poèmes négro-africains. Parmi ces poèmes-là, celui que j'ai récité devant Tombalbaye, c'est à ceux qui s'engraissent de meurtre et mesurent en cadavre les étapes de leur règne. Je dis que le soleil et les étoiles dessinent le rythme fraternel des peuples. Je vous jure que Tombalbaye a eu une réaction. Il a fait un truc comme ça. Je récitais ça devant lui. Et après, on lui a dit, c'est le fils Koulamala. Et il y avait un autre poème, 2 autres poèmes. C'est toi qui luttes, toi qui veilles sans cesse sur le repos de l'autre, toi mon frère au visage de peur et d'angoisse, relève-toi et crie non. Ça aussi, et puis il y a eu le renégat. Le renégat, c'est mon frère aux dents qui brillent sous le compliment hypocrite, mon pauvre frère au smoking à revers de soie, piaillant et susurrant dans les salons de la condescendance, le soleil de ton pays n'est plus qu'une ombre sur ton front de civilisé. Ce sont des recueils de poèmes de David Diop dans son célèbre recueil Coup de pilon. Et on avait, avec mon frère Souraïd, on avait fait beaucoup de récitals de poèmes. On avait un metteur en scène français qui s'appelait Xavier Robert. Lui, il nous a appris le théâtre, le médecin malgré lui, Porfirio, etc. Mais nous, après, on a transformé ça dans les poèmes révolutionnaires. Et beaucoup de poèmes, enfin, je me souviens pas de tout, mais j'en connais au moins une trentaine, quarantaine de poèmes et de la poésie négro-africaine. Aimé Césaire, Léon Damas, tous ces grands poètes africains, David Diop, Senghor, avec Nuit des signes, Femme pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains douces plus que fourrure. Voilà, pour vous dire que nous avons baigné dans une atmosphère révolutionnaire, dans une atmosphère de poésie révolutionnaire. Et mon choix d'être réalisateur cinéma, c'était pas comme le théâtre qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour faire rire les gens. C'était un théâtre et un cinéma révolutionnaire, un cinéma dirigé contre la liberté, enfin pour la liberté et contre le colonialisme, contre l'impérialisme, surtout français, qu'on combattait de toutes nos forces parce que la France a joué un rôle extrêmement négatif dans l'évolution politique de notre pays. Toutes ces expériences scolaires et extrascolaires, de même que vos exils à Bousso puis à Garoua, comment est-ce que tout cela a façonné votre conscience politique? Vous savez, ma conscience politique, elle est venue naturellement. Elle est venue de la douleur, comme je vous ai dit précédemment. Elle participe de la déchirure que j'ai connue dans ma tendre enfance. Je suis un enfant qui a grandi beaucoup plus dans la douleur, dans la grande douleur. Je suis aussi un artiste dans l'âme. Je suis quelqu'un qui est un homme de culture. Dès mon jeune âge, j'allais à l'Alliance française pour prêter des livres par l'intermédiaire d'un de mes amis, parce que ma mère ne pouvait pas nous payer la cotisation de l'Alliance française. Et ce sont les enfants Gademi qui m'ont aidé à emprunter des livres. Et je suis très jeune, j'étais un homme de culture, parce que très jeune, je fréquentais le centre culturel français. Avant, c'était l'Alliance française, c'est devenu le centre culturel français. Et très vite, j'ai commencé à faire des récitals de poèmes, etc., du théâtre. Je me suis toujours dirigé vers des auteurs africains aussi, comme Ferdinand Oyono, Amadou Ampadeba, L'étrange destin de Van Grimm, etc. Tous ces livres-là, Le vieux nègre et la médaille, pour montrer les méfaits de la colonisation, etc. Ce sont une littérature qui nous a façonnés. Nous lisions beaucoup. Bon, on n'avait pas Facebook à l'époque. On était obligé pour nous cultiver de lire des livres. On n'avait pas WhatsApp, on n'avait rien. Tout ce qu'on avait, ce sont les livres qui nous permettent de nous évader.
Quand je suis arrivé à Garoua, mon proviseur a reçu mon dossier scolaire du Tchad. Je ne vous dis pas ce qu'il y avait dans mon dossier scolaire. Dangereux. C'est à peine si on ne disait pas le mot terroriste n'existait pas. Mais c'est comme on m'a décrit comme un terroriste. Et on m'a convoqué, on m'a dit, mais on ne peut pas te garder au lycée de Garoua. J'étais très triste. J'ai expliqué au proviseur que moi, je ne suis pas là pour faire de la politique au Cameroun. Je voulais juste continuer mes études. Pendant 2 jours, on m'a privé d'école et on m'a convoqué au commissaire spécial de Garoua, qui est devenu comme un père pour moi, parce qu'il a vu que j'étais qu'un enfant. Il a été étonné de cet engagement politique que j'avais. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, je fais partie des enfants de Garoua, des anciens élèves de Garoua, et on m'avait reconnu comme quelqu'un de très politisé. J'ai oublié de vous dire que quand j'étais à Bousso, je réunissais tous les élèves du collège de Bousso et on allait sur la piste d'atterrissage de l'aéroport. Et à l'époque, je leur parlais du marxisme-léninisme, du combat. On m'appelait Souslov. Souslov est un théoricien du Parti communiste soviétique. Donc, bon, on mélangeait tout, hein. On était des musulmans, mais on se prenait pour très jeunes. On parlait de communisme, de socialisme, de révolutionnaire, tout ça. C'était un militantisme un peu brouillon, qui n'a pris la forme que quand je suis arrivé en France, où j'ai rencontré mes aînés, comme les Hacher Ibn Omar, Ibn Omar Mamad Saleh, Manasseh Gelbaï, Gali Goté, tous ces gens, Fidel Mungar, qui nous ont un peu initiés au vrai combat politique au sein de l'association des stagiaires et étudiants tchadiens en France. Nous étions des communistes en herbe, hein. Moi, ça me plaisait pas trop parce que je me sentais plus modéré que extrémiste, alors que tous mes camarades étaient tous au Parti communiste où j'ai adhéré très brièvement. Je suis allé plutôt vers le Parti socialiste, ce qui m'a amené à être un homme extrêmement modéré en politique, hein. Donc, mon itinéraire politique, ma vie politique, est un itinéraire d'un enfant rebelle. D'ailleurs, j'écris un livre qui s'appelle Itinéraire d'un enfant rebelle. Je me suis toujours très jeune opposé à la dictature. Et très jeune, je commençais à travailler. Très jeune, très très jeune. Je peux vous raconter une histoire très brève, je ne sais pas si vous allez la garder. Il y avait Joe Dassin qui devrait venir chanter au Tchad vers les années 68, 69 je crois. L'entrée était à 5 000 francs CFA. Et il fallait que je trouve 10 000 francs pour que moi et mon frère Sourad, qui était mon alter ego, pour qu'on puisse aller voir Joe Dassin. C'était notre chanteur préféré. Et il venait, et le concert avait lieu dans 6 mois. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Ma mère nous a donné chacun 500 francs CFA. Pour vous dire, ma mère allait au marché tous les jours pour nous nourrir avec 150 francs CFA ou 200 francs CFA. Quand elle nous donnait 500 francs, c'est pratiquement la nourriture de 2 ou 3 jours de la maison. Donc, pour vous dire que 5 000 francs était une somme inatteignable. Les fonctionnaires même gagnaient 30 000 francs ou 20 000 francs, je ne sais pas à l'époque. Il fallait que je fasse quelque chose du peu d'argent que j'avais. Un ami de mon père m'a donné 250 francs. Ma tante nous a donné 250 francs et j'ai commencé à faire du commerce avec. J'étais jeune, hein. Et 4 mois après, j'ai payé les billets d'entrée pour mon frère et moi. Mon commerce a prospéré. Mon commerce est devenu un magasin. Quand mon père est sorti de prison, on lui a dit que c'est le magasin on m'appelait Nanan à l'époque, disons de Nanan. Mon père est venu visiter le magasin 1 semaine après, quand j'étais à l'école, puisque je venais tenir le magasin que dans l'après-midi. Le matin, c'était quelqu'un d'autre, un de mes frères adoptifs, Abdou Dialaï, qui tenait le magasin. Et j'arrive, on me dit, ton magasin a été vendu. Mon père l'a vidé. Il a pris l'argent, il l'a donné à ma mère, il dit, ça c'est l'argent de ton fils. J'ai pleuré, j'ai même quitté la maison, je suis allé déménager chez ma tante. C'est toujours l'enfant rebelle, hein, celui qui ne se laisse pas faire. Et après, ma mère est venue demander à mon père pourquoi tu as fait ça. Et il lui a dit, si ton fils apprend le commerce, il va abandonner l'école. Parce qu'à son âge, s'il arrive à faire un commerce prospère comme ça, c'est qu'il est un enfant intelligent. Moi, j'ai dû abandonner les études pour le commerce à 17 ans. J'étais un grand commerçant. J'avais même un camion à 17 ans.
Et il dit, je ne veux pas que mon fils abandonne l'école. C'est le plus grand service qu'il m'a rendu. Sinon, je serais devenu un grand commerçant avec une progéniture, je ne sais pas de combien, et j'aurais pas fait ce que j'aime le plus au monde, c'est la politique. La politique, c'est toute ma vie. J'adore faire la politique. La politique, c'est... Mais la politique a ses exigences. La politique m'a appris une chose, ne jamais baisser les bras. Parce que la politique, c'est un monde de brutes. C'est pas un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est un endroit de pouvoir. C'est un endroit où il faut aller prendre le pouvoir. Je dis souvent aux jeunes, ils disent, ah, mais tonton national, il faut laisser la place aux jeunes. Il n'y a pas de place que vous voulez prendre. Il y a des places à conquérir. Personne ne m'a laissé de la place. Je suis allé conquérir ma place. Quand j'étais étudiant, j'ai fini mes études très tôt. Beaucoup de gens restaient en France pour travailler, tout ça. Moi, j'ai refusé. Il y avait à l'époque une ordonnance 15 du Conseil supérieur militaire qui disait que si tu as bénéficié d'une bourse d'études, et j'avais bénéficié d'une bourse d'études, si tu finis ton premier cycle, tu dois venir travailler 1 an avant de repartir continuer tes études. Je me suis fié à cela. Et quand je suis revenu, j'avais 23 ans, je me suis marié, j'ai eu une fille qui a changé complètement ma vie parce que il fallait que je me batte pour lui assurer le lait le matin, assurer les couches, faire vivre mon foyer. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de compromis avec moi-même. Je n'étais plus le militant exigeant, extrémiste, etc. Je courais derrière les missions. J'ai été intégré à la fonction publique. J'étais un jeune fonctionnaire, donc je me battais pour avoir des missions parce que ça nous faisait un peu de revenus supplémentaires. J'allais au travail à pied parce qu'il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de clando à l'époque, donc on allait au travail à pied. Le fait de m'être marié m'a amené vers un autre champ. Et c'était en 77, j'ai été intégré le 14 juillet 77, et après j'ai commencé à être fonctionnaire à la direction de la presse filmée, où je suis même devenu directeur adjoint. On m'avait donné une voiture R4 comme voiture de fonction. Et en 1979, le drame est venu nous trouver au Tchad, avec la guerre du 12 février 1979, où Hissène Habré et le Maloum se sont affrontés dans une guerre meurtrière qui a divisé le peuple tchadien, qui a divisé le nord et le sud, musulmans contre chrétiens. Et c'était une guerre atroce, très atroce. Moi et beaucoup de mes amis, on est fiers de notre position en ce moment-là. On a refusé d'entrer dans le clanisme, le tribalisme, la division de notre pays. Et nous avons créé ce qu'on appelle le groupe des jeunes djaménois. Ce groupe des jeunes était basé à l'école du centre et on venait en aide aux réfugiés de tous les bords. Vous savez, 79, quand il y a eu la guerre, les populations du Sud, les sudistes tchadiens en général, hein, tout ce qui était sudiste, ont fait ce qu'on appelle le repli. Ils sont allés au Sud. Et les nordistes qui étaient au Sud sont venus en N'Djamena, avec des massacres de deux côtés. Les nordistes massacraient les sudistes massacraient les nordistes, et sous la manipulation politique des hommes politiques. Et ça a été une période noire. Avant ça, je crois que c'était Mamati Sen que Hissène Habré, Premier ministre, avait choisi pour être directeur de l'agence tchadienne de presse. L'agence tchadienne de presse est devenue un journal nordiste pro-musulman. Il disait dans ses articles que Hissène Habré est comme le seul œil pour les nordistes et qu'on veut leur enlever l'œil, tout ça. Et ça a commencé à créer, à susciter toute une haine qui avait pour les sudistes, pour les nordistes et les nordistes pour les sudistes, à cause de la politique divisionniste de Tombalbaye. Le drame du Tchad est venu depuis que Tombalbaye a dissous les partis politiques en 1962, lors du congrès d'Abéché. Et tout le drame du Tchad est venu de là. Quand il y a eu l'insurrection de Koulamalla, Baptiste et Kheralla,
cette insurrection-là était la conséquence de la dissolution des partis politiques. À l'époque, il y avait un jeu démocratique. C'est ce jeu démocratique qui a permis à Tomba Mbaye de succéder à mon père à la tête du pays. Donc, s'en est suivi, depuis 1963, une répression aveugle. Pas simplement contre les nordistes, même contre d'autres sudistes. Des gens comme les André Mounian, l'autre, comment il s'appelle, qui a écrit Prisonnier de Tomba Mbaye, j'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Beaucoup de sudistes ont disparu, le père d'Emmanuel Nadingar, Silas Selengar, etc., ont été tués par Tomba Mbaye, disparus. C'est Antoine Bangui qui a écrit Prisonnier de Tomba Mbaye. Et en ce moment-là, le Tchad a explosé dans le pays. Tomba Mbaye n'a pas gouverné seul. Il a gouverné aussi avec des nordistes et des musulmans. On ne peut pas lui renvoyer la responsabilité unique sur lui. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à notre pays. Je sais que ce que je dis aujourd'hui n'est pas compris par la jeunesse parce que tout le monde voue Tomba Mbaye comme un des grands présidents du Tchad, mais Tomba Mbaye n'était pas plus que Hissène Habré ou les Maloum, n'était pas plus qu'un dictateur aveugle qui n'a pas compris que les libertés de l'homme, la liberté de l'homme était importante. C'est pour ça qu'il faut saluer Idriss Déby quand il a amené la démocratie au Tchad. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel on ne peut pas toujours s'entendre. Alors, 79 a été une rupture pour nous. Nous, on est des militants révolutionnaires. Nous sommes des militants profondément révolutionnaires. 79 a été pour nous un drame parce que ça a divisé notre peuple. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au groupe des jeunes de N'Djamena? On a vu que nos amis, nos camarades sudistes se sont repliés à Yagoua, Garoua, Maroua. Ils ont fui le massacre en N'Djamena. Donc, nous, on a vu avec Kertchat, qui nous a donné du riz, du blé, du lait, tout ça. Et j'étais président du comité d'accueil des réfugiés dans le groupe des jeunes de N'Djamena. Et on distribuait des vivres aux réfugiés qui venaient du Sud. Et nous, on a trouvé anormal de ne pas le donner aussi aux réfugiés du Sud qui ont fui le pays. Ça, c'est notre esprit révolutionnaire. Donc, on est allé, grâce à l'aide des forces politiques, les FAP, les Forces armées populaires de Goukouni, les femmes de Hissène Habré, le CEDER, etc. Le CEDER n'était pas là, mais il y avait d'autres forces comme le MPLT, plus tard est devenu les Forces armées occidentales. Ils nous ont donné de l'argent, nous avons loué des cars et nous sommes allés chercher ces jeunes-là pour les ramener. Il y a quelques imbéciles, c'est vraiment le mot qu'il faut, ont écrit un tract sur nous. Moi, j'étais jeune marié. J'étais là et ils ont dit, les Abderrahmane Koulamala, Adoum Koulbou, tout ça sont allés amener leurs copines sudistes pour les ramener au Tchad. Ça m'avait profondément blessé qu'on puisse... Et ça, c'est venu dans le milieu des forces armées du Nord, des fans d'Hissène Habré. Parce que c'est eux qui ont comploté contre nous. Ils nous ont fait des tracts. Ils nous ont menacés physiquement. Parce que, et on a ramené ces gens-là. On les a logés dans la maison des prêtres à Sabangadi. Et nous sommes allés prendre les matelas de l'internat du lycée technique industriel. Nous sommes allés venus les mettre. Et ce mouvement, le groupe des jeunes de N'Djamena, s'est transformé en Union nationale de la jeunesse tchadienne. On avait un célèbre journal qui s'appelait Le Tournant. Ce journal-là était contre la présence militaire française au Tchad. C'était un célèbre article où on a mis qu'il soit mis fin au chant de la Marseillaise dans nos aéroports. Et on était contre la présence militaire française, on était contre les tendances politico-militaires, tous, sans exception, et on s'est donné comme consigne de ne pas adhérer aux tendances politico-militaires. Un seul d'entre nous nous a lâchés pour aller adhérer aux forces armées populaires, c'est Gali Goté. On ne lui a pas adressé la parole pendant longtemps, mais Gali Goté était un homme politique, il avait ses ambitions, et plus tard, il est devenu directeur de cabinet de Goukouni. Je ne lui en veux pas parce qu'il était plus âgé que moi et peut-être il était plus mûr que moi. Mais nous, on refusait de travailler avec les tendances politico-militaires. Puis il y a eu les événements de 80, quand il y a eu la guerre de 80. On s'est retrouvés sur les routes en exil au Cameroun, tout ça. Et puis 82, quand Hissène Habré a pris le pouvoir, nous étions contre Hissène Habré parce qu'on estimait qu'il était un agent de la France, tout ça. Bon, enfin, ça c'est
pas tellement prouvé. Hissène Habré est un homme qui a beaucoup d'ambition politique, mais nous, on ne l'aimait pas. Donc, je suis parti en exil 7 ans sous le règne de Hissène Habré. Je l'ai combattu. Je l'ai rallié en 89. Je suis même devenu secrétaire général du Rassemblement des jeunes de l'UNIR. Et voilà, c'est un peu, sans vous décrire avec précision, mais l'essentiel, c'est quelle leçon on peut tirer de tout ça. La leçon qu'on peut tirer, c'est le mettre en parallèle avec aujourd'hui. Un homme politique ne doit jamais alimenter la haine entre les populations. Ce n'est pas bien. C'est contre-productif parce que ça vous revient toujours sur la gueule. Je vais citer aucun homme politique. Aujourd'hui, je fais allusion à aucun. Mais nous sommes tous un peu tribalistes au fond de nous-mêmes. Tous les Tchadiens. C'est notre culture. Très peu d'entre nous sont capables de dépasser le tribalisme, le confessionnalisme pour construire un Tchad réconcilié. Je trouve absurde qu'au moment où on est à l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, on se bat toujours. Ah, moi, je suis sudiste, je suis nordiste, je suis Zahawa, je suis Goran, je suis Sarah, je suis Gambay, je suis Baguirmien, je ne sais pas quoi, alors qu'on doit dire je suis Tchadien. Tout simplement. On cherche tes origines, machin. L'essentiel, c'est l'acceptation de notre pays, le Tchad, la nation tchadienne, l'appartenance à notre nation, ce qui est difficile. L'impact sur notre génération, elle est multiple. D'abord, notre génération est une génération militante. Nous avons, vous savez, l'association des stagiaires et étudiants tchadiens en France et l'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens, l'UGEST, et la Fédération des étudiants d'Afrique noire, la FEANF, nous a beaucoup modélés, a fait de nous des véritables patriotes, des hommes attachés à notre indépendance, à notre souveraineté, au fait que nous nous battons pour l'intérêt de notre pays. C'est pour ça que beaucoup de patriotes tchadiens, beaucoup de révolutionnaires tchadiens ont pris les armes très jeunes. L'histoire du Tchad a été une histoire de frustration. Je n'en veux pas beaucoup à Tombalbaye. Tombalbaye n'a été que l'instrument des puissances impérialistes qui, en nous octroyant l'indépendance en 60, nous ont en fait octroyé une indépendance de façade. Ils sont toujours derrière pour tirer les ficelles. Ce sont des gens qui, en venant dans notre pays, ont détruit nos cultures et nous ont imposé un mode de vie qui n'est pas un mode de vie conforme aux droits naturels de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dit qu'ils ont commencé par l'esclavage avant de faire la colonisation et l'impérialisme après. Le pire dans ça, c'est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est le fait de s'accaparer les richesses du pays et d'empêcher toute expression démocratique dans le pays. C'est-à-dire que si vous avez une expression démocratique dans le pays, eh bien, ils ne peuvent pas continuer à piller nos ressources. Et ils nous ont privés des technologies. Ils nous ont privés des meilleures études. Et quand les gens sont allés en Europe et ils se sont confrontés aux mouvements révolutionnaires dans le monde, les cadres tchadiens se sont beaucoup cultivés et sont devenus des grands révolutionnaires. Et le fait qu'ils soient devenus des révolutionnaires ont exposé leur vie. Beaucoup sont morts dans les prisons. Je parle de l'Afrique en général. Et donc, nos dirigeants africains n'étaient que les instruments d'une politique impérialiste dans le monde. À part des gens comme Sékou Touré, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, qui, même s'ils sont devenus des dictateurs dans leur pays, ont refusé de livrer leur pays à la puissance coloniale, à la puissance occupante. Et notre génération est une génération qui a été forgée dans... la seule chose que je regrette pour notre génération, c'est que ce sont eux qui se sont accaparés du pouvoir pour devenir les bourreaux de leur propre peuple. C'est bien dommage. C'est les gens qui ont élevé la lutte révolutionnaire à son plus haut sommet
quand ils sont devenus des ministres, etc., ont oublié leur histoire, ont oublié ce qu'ils étaient. Beaucoup de gens diront, mais toi-même, Abderrahmane Koulamala, tu as fait ça. Mais moi, je reste fier de mon parcours politique. J'ai jamais supporté la dictature. La seule ou unique fois où je suis rentré au Tchad, c'est adhérer au Rajeunir. Et quand j'ai adhéré au Rajeunir, j'avais pas le choix. J'adore la politique. Donc, il y avait qu'un parti unique, l'UNIR, et à l'intérieur, il y a eu des élections libres pour élire les membres du comité régional de l'UNIR. Donc, j'ai été brillamment élu d'ailleurs à ce comité, alors que je revenais d'exil. Mais j'avais fait une très belle campagne électorale. Et ensuite, il y a eu l'arrivée, quoi qu'on dise d'Idriss Déby. Je l'ai combattu moi-même, les armes à la main. Mais Idriss Déby, quand il est arrivé au Tchad, le 1er décembre, le 4 décembre, je vous invite à relire le discours qu'il a fait. Il a dit, ni or, ni argent, je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. Et il a dit, le stade de la démocratie est créé, il ne reste plus que les acteurs. Il l'a dit le 4 décembre. J'étais sorti avec Hissène Habré en exil à Maroua. Je me souviens, c'était à l'hôtel de Maroua, on a écouté ça, et je disais à mon défunt beau-frère Abdraman Dadi, je dis, demain je rentre au Tchad. Il m'a dit, non, c'est pas prudent. J'ai dit, non, Abdraman, je rentre. Ce qui se passe au Tchad, là, je ne veux pas louper ça. Je suis rentré, mon frère Sourad est venu me chercher à Kousseri, je suis rentré. Abdraman Dadi est rentré 2 jours après moi aussi. Vers le 7 décembre, j'ai rédigé un communiqué de presse et j'ai fait une conférence de presse à l'hôtel du Chari. J'ai loué une salle, mais Balzar Papi, qui était directeur de cabinet du président Idriss Déby, a demandé à l'hôtel du Chari de m'empêcher de faire ma conférence de presse. Donc, je n'ai pas pu le faire dans la salle, mais je suis venu au café et j'étais entouré de tous les journalistes internationaux. TF1, France 2, Jeune Afrique, tous les grands journaux étaient là et j'ai déclaré, puisque le stade de la démocratie est créé, je viens de créer l'Union démocratique tchadienne, qui est mon parti politique aujourd'hui. C'est le premier parti de l'ère démocratique tchadienne. Et je me souviens encore, ma mère m'a fait toujours rire. Quand elle a entendu que j'ai créé mon parti, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, ah Wiledi, les gens là, ils n'ont même pas descendu leur flux d'essence de la voiture et toi tu veux créer ton parti? Et ça m'a fait rigoler parce qu'elle avait raison. C'était encore l'incertitude. Le MPS était encore dans les camions, tout ça. Et j'avais fait une conférence de presse. Je suis sorti à la une de Jeune Afrique à l'époque. C'est au culot. Je devrais avoir quoi? 27 ans, 28 ans. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, n'attendez pas qu'on vous appelle. Il faut avoir le culot en politique. La politique, c'est les opportunités. Donc, quand j'ai créé mon parti, je reste comme ça. 2 ou 3 jours après, le protocole m'appelle, me dit, ah, le chef de l'État veut te rencontrer. Ma première rencontre de ma vie avec Idriss Déby. Il était encore jeune, colonel. Il était même un peu timide. Et quand il m'a vu, il a rigolé. Il a dit, les autres sont des peureux, mais toi, au moins, tu es un courageux. Et il m'a donné 5 millions de francs CFA. Il m'a dit, va créer ton parti. Et dis à tout le monde de créer ça. Ça, je le dis pour l'histoire. Quand les gens disent que Idriss Déby est un dictateur, c'est pas vrai. Il n'était pas obligé de créer la démocratie en ce moment. Il pouvait garder le pouvoir longtemps, mais tout de suite, il a voulu imposer la démocratie au Tchad. Et ce n'était pas, on dit c'est la France qui l'a obligé. Non, c'était sa conviction personnelle. Ça, je peux témoigner. Je suis rentré chez moi et ce jour-là, Idriss Déby est rentré dans mon cœur. J'ai décidé de ne pas le combattre. Et je suis rentré et ça grouillait de partout. Les partis s'est créé, Kassiré a fait son parti, d'autres, les Laman Abdullah et LOL, tout ça réfléchissait à la création de leur parti. Ils n'avaient pas encore de parti. Et j'ai organisé, ma maison était en face de la voirie, vers le siège de UBA, et je logeais là-bas, et j'ai convoqué la première réunion de l'opposition tchadienne. Je vous jure, j'étais jeune. J'ai créé la première, je devrais avoir une trentaine d'années, allez, un peu plus. En 90, je devrais avoir 30 ans ou un peu plus comme ça. Et quand on est arrivé, j'étais en face de Alingué, Lamana, Elirumba, Kamougué. C'était tous les gens que je ne pouvais même pas regarder en face à l'époque parce que c'était les dirigeants de ces pays.
Et j'avais dit, bon, j'ai dit, on prend un aîné qui va diriger la réunion. Et Lamane Abdoulaye a dit non, c'est toi l'autre, c'est toi qui diriges. Et depuis lors, on a instauré que quand l'opposition se réunit, c'est l'autre, c'est lui qui reçoit, qui dirige. Et allez, je vais me vanter un peu. J'ai dirigé cette réunion de main de maître. Et j'ai laissé une impression totale pour Lamana, Alingué, tout ça. Ils m'ont donné une considération incroyable. J'ai dirigé et ils m'ont dit de faire le communiqué de presse. J'ai fait le communiqué et pour la première fois, je me suis exprimé. Je me suis exprimé déjà à l'époque sur RFI. J'étais porte-parole du Conseil démocratique révolutionnaire et j'ai quitté le Conseil démocratique révolutionnaire en 86 et j'ai créé l'Union socialiste tchadienne. Je suis devenu un mouvement politico-militaire. J'étais seul, hein. J'avais même pas une deuxième personne avec moi. C'est toujours de culot. C'est après que les gens m'ont rallié. Alors j'ai créé, je suis allé avec Goukouni, je suis allé le rejoindre en Libye, un peu partout, tout ça. Et avec le Conseil démocratique révolutionnaire dirigé par Acher, où j'ai milité là-bas plus de 5 ans, j'ai eu une divergence totale avec le CEDER, je les ai quittés et je ne voulais plus. J'ai dit, il vaut mieux, j'ai donné cette célèbre phrase, il vaut mieux être la tête d'une souris que la queue d'un éléphant. Et c'est comme ça que j'ai créé. J'ai rallié d'ailleurs l'UNIR avec ce mouvement. Et donc, quand j'ai commencé à faire, j'ai fait ma première interview sur RFI. J'étais leur premier porte-parole de l'opposition. On dirait que mon destin est d'être un porte-parole. J'ai été porte-parole de la rébellion, porte-parole du CEDER, porte-parole de l'opposition et porte-parole du gouvernement. Donc, mon destin est d'être porte-parole. Peut-être parce que mon expérience politique doublée d'une maîtrise un peu de la langue m'a permis, les gens m'ont fait confiance. Quand j'ai fait ma première interview, c'est Kamougué qui m'a appelé pour me dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu as bien parlé. Et depuis, on est devenus les meilleurs amis avec Kamougué. Et Kamougué est un homme que j'admire beaucoup. Kamougué et Lamana sont des gens qui m'ont profondément marqué, ainsi qu'Alingué. Et on a fait la réunion, puis après, j'ai passé la main à Kassire Elol Mamadchoua. Après, Lamana est revenu porte-parole et j'ai été aussi porte-parole adjoint de Lamana. Et on a monté. Alors, pour vous dire le culot qu'on avait, les jeunes, nous les jeunes, on était noyés dans la coordination nationale des partis politiques de l'opposition. Je ne sais pas s'il y avait le nom national, non, je ne crois pas. Coordination des partis politiques de l'opposition. Alors, nous, les jeunes, on s'est réunis chez moi. Moi, à l'époque, j'habitais vers la Grande Poste, dans le quartier résidentiel, et j'ai rassemblé 4 ou 5 partis politiques, et je leur ai dit, il faut qu'on quitte. Ils m'ont dit, pourquoi quitter l'opposition? J'ai dit, parce que on est avec des gens qui ont des casseroles, tout ça. Nous, on n'a rien à faire avec eux. Il faut qu'on joue notre propre partition. Nous, les jeunes, on n'a rien à reprocher à Idriss Déby. Allions-nous avec Idriss Déby. Il faut conquérir le pouvoir, parce que sans pouvoir, un homme politique n'existe pas. Et c'est comme ça que nous avons créé ce qu'on appelle la nouvelle coordination, et j'en ai été le premier porte-parole. Quand nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, les opposants étaient 14 partis, nous aussi on était 14 partis. Et en tant que jeune, j'ai joué un rôle politique plus que mon âge. J'avais 170 voix avec mes camarades. Hein. À la conférence nationale souveraine, il fallait 340 voix pour la majorité. Donc on était des faiseurs de roi. D'ailleurs, c'est grâce à nous qu'on a fait élire Fidel Mungar comme Premier ministre et je suis devenu ministre des Travaux publics et des Transports. Et quand vous devenez ministre au Tchad, vous devenez une personnalité politique de premier plan. Par exemple, à l'époque, quand on allait dans les cérémonies, personne ne nous regardait. Mais depuis que j'étais ministre, même quand j'ai quitté le ministère, quand je viens, on me plaçait toujours dans les places de choix. C'est pour ça que la politique, c'est pas de crier sur les réseaux sociaux et autres, tout ça. La politique, il faut avoir un objectif en politique. Il faut savoir d'abord conquérir le pouvoir pour exprimer tes points de vue. Moi-même, quand je suis ministre, quand j'étais ministre, j'avais une certaine indépendance de parole que je n'ai jamais laissé tomber. Beaucoup de gens me disent,
Mais Abderrahmane Kolamala, pourquoi tu réponds aux gens sur les réseaux sociaux? À ton âge là, pourquoi tu vas dans les réseaux sociaux? Ils croient que je n'ai rien compris, c'est eux qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, 80%, je crois, de la population est jeune. Et moi, j'ai l'ambition de changer mon pays. Pour changer mon pays, il faut que je sache quelles sont les aspirations de ma jeunesse. C'est la jeunesse qui vote. Et moi, je suis quelqu'un qui se soumet au suffrage universel pour mon parti ou pour moi-même. Et si je n'arrive pas à conquérir les jeunes, comment je veux comprendre l'avenir? Moi, je suis le passé. Les jeunes ne doivent pas me ressembler, moi. Moi, je suis un vieux du passé. C'est moi qui dois ressembler aux jeunes. Et pour ressembler aux jeunes, je dois être dans les réseaux sociaux. C'est là où ils se trouvent. Vous savez, aujourd'hui, j'ai fait en moyenne 2 millions de vues sur une publication. Enfin, pas sur une publication, sur une série de publications sur 20, 25 jours. J'ai fait par jour. Avant-hier, j'ai fait 200 000 vues sur une seule publication. Je suis un homme politique assez connu par la jeunesse. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les réseaux sociaux sont un instrument aujourd'hui de gouvernance mondiale. Celui qui se prive des réseaux sociaux, il faut qu'il rentre chez lui dormir. Celui qui ne veut pas être sur les réseaux sociaux, il est en marge de l'histoire. Vous savez, j'ai un grand-père qui est d'origine égyptienne, le père de ma mère, et c'est lui qui m'a élevé. J'ai grandi avec lui dans sa chambre. Il s'appelle Kifli Choukri Ibrahim. Mon grand-père, il est né en 1894. Il est du 19e siècle. Mon grand-père ne supportait pas que ma mère puisse ne pas revenir à 20 heures. Il ne supportait pas que mes sœurs s'habillent avec des robes qui ne tombent pas par terre, parce que lui, c'était un grand religieux. Il ne supportait pas que moi, je revienne à la maison après 20 heures. Vous savez, ça a été pour mon grand-père un drame, parce qu'il ne pouvait pas nous contenir. Et j'ai juré de ne pas lui ressembler, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a appris le commerce. Et à 6 ans, je tenais sa boutique.